vous me découvrez peut-être seulement ces derniers temps, ce sera l'occasion peut-être de dire à tous nos téléspectateurs que ma passion pour l'éducation de masse ne remonte pas d'aujourd'hui. Okay. Au lendemain de l'obtention de ma maîtrise, je suis l'un de ceux qui animent une émission de vulgarisation du droit au Poste National et à la CRTV avec M. Guy Roger Eba. C'est bien un contemporain, même s'il a pris sa retraite, il nous écoute quelque part. Donc avec lui, je pouvais animer une émission à la radio et après on préparait une capsule de 6 minutes qui était diffusée à Tam Tam Weekend. Les gens ont certainement oublié. Et au lendemain de mon recrutement à l'université de Tchang, je crée avec la bénédiction du doyen de l'époque, de mon doyen de l'époque, le professeur Paul Gérard Pougoué, une émission à Radio Bafoussam, à la CRTV Ouest, qui est baptisée Lumière du droit. Et cette émission est animée alternativement, soit par M. Nicodème Tétan, plus connu dans les cercles sportifs, mais qui avait un diplôme de droit à l'université de Tchang, mais aussi par Feu Roger Djampa. Et donc, avec l'avènement des TIC, vous comprenez que j'ai simplement essayé de moderniser cette passion pour la communication de masse en créant donc, une page YouTube, sans publicité, je l'espère que non, pas du tout, au contraire. Donc, en créant une page YouTube qui est baptisée Le droit au 237. Crâne bien lisse, comme poli par des années de veille intellectuelle. Lunettes savamment achetées sur le nez, gestes mesurés, regard qui détaille le monde comme un dossier juridique à instruire. Nœud papillon, bordeaux, posé avec cette élégance discrète des professeurs qui savent la valeur des symboles. Chemise blanche, irréprochable. Costume gris, sérieux, presque sévère, comme pour rappeler qu'ici, rien n'est laissé au hasard. L'homme est confortablement assis dans ce fauteuil rouge sur le plateau de STV ce soir du 29 mai 2025. Il ne force rien, il n'a pas besoin d'en faire trop. Sa simple présence impose le respect, tranquille sûr d'elle. L'homme a tout d'un érudit à la camerounaise. Le parler posé, la pensée affûtée, la modestie apparente derrière laquelle se cachent des années de combats académiques et de prises de position tranchées. Son nom, Moïse Timchoueng. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que je peux communiquer sur les thématiques autour desquelles je pense que je peux avoir une parole à donner. Agrégé des droits privés et sciences criminelles, maître des conférences, serviteur des Nations Unies sur les questions d'apatridie, il porte dans ses dossiers les drames silencieux de ceux qui n'existent sur aucun registre. Ses vies sans papier, sans patrie. Passionné du jeu de dames, il pense le monde en cases et en diagonale, en stratégie, patiente, en sacrifice calculé. Son modèle, le prof Gabriel Lep, ce monument du droit en Afrique francophone, l'a façonné dans l'exigence, la rigueur, le refus de la paresse intellectuelle. Le professeur Roger Gabriel Lep a été mon maître. Il m'a enseigné, je crois qu'en son temps, c'était le droit administratif. Et c'est lui qui m'a recruté, parce que le professeur Roger Gabriel Lep est le premier secrétaire général de l'université de Tchang. Okay. Et cumulativement, il était le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Et donc, c'est lui qui nous recrute. Et vraiment, quand je le dis là, j'ai un peu de frisson, parce que le professeur Roger Gabriel Lep était vraiment un père. J'ai le privilège, quand je le dis, ces enfants qui sont aujourd'hui des grandes personnalités, quand je pense à Raïssa, je pense à Sbigno et tous leurs cadets, ils savent que le dimanche soir, le dimanche dans l'après-midi, le professeur Lep, de sa stature, de grand maître, de tout ce qu'il était, mais venait dans ma modeste demeure pour m'affronter au jeu de dames. C'était une passion que nous avions en commun. Et comme j'avais un tableau de jeu de dames chez moi, donc il me rendait régulièrement visite, en général tous les dimanches, lorsqu'il était à Tchang et moi aussi, et on s'affrontait. Et comme il n'admettait pas de défaite,
Donc, et comme je le rossais tout le temps, finalement, on faisait des jeux interminables. C'est parfois autour de 20h qu'on devait se séparer. Et on jouait ainsi autour d'une bonne bière. Il était amateur de bière. Absolument. Et pendant qu'il buvait la bière, parfois, je devais me contenter d'un jus ou bien du matango. Parce que je n'avais pas encore du goût vraiment pour la bière. Amoureux de la belle vie, il savoure autant un bon plat qu'un bon livre, autant une conversation légère qu'un débat de haute tenue. Mais chez lui, la belle vie n'est pas fuite, elle est revendication. Le droit d'un fils du Cameroun, parti du bas, de goûter à ce que le monde lui doit, sans renoncer à la lucidité ni à la révolte intérieure. Dans ce fauteuil rouge, ce soir-là, ce n'est pas seulement un professeur qui parle, c'est une trajectoire, une philosophie, une colère façonnée par la forme, mais intacte au fond. Sur un damier, rien n'est laissé au hasard. Chaque case est une promesse, chaque pion, un sacrifice possible, chaque coup, une bifurcation de destin. Moïse Timtuin, lui, a choisi de vivre comme on joue une partie de dame, avec patience, audace, calcul et cette mélancolie profonde de ceux qui savent que la victoire, même splendide, ne ressuscite jamais les pièces tombées. Bon, et donc à côté du professeur Lep, il y a tous les grands maîtres, le professeur Paul Gérard Pouret, le professeur Méloné, dont j'ai parlé. Stanislas. C'est pas les professeurs Minko Haché que j'ai eu comme enseignant à partir de la troisième année, mais aussi, en fait, toutes ces icônes du droit que l'on connaissait à l'université de Yaoundé ont été mes maîtres. Voilà, le professeur Bipounwoum, Lupol Ngongo, Ngwafor, Anyangwe, alors vraiment, Kisop, on peut les citer à l'appel. La grande crème. Merci. Au départ, il n'est qu'un pion parmi d'autres. Fils du pays, enfant d'un Cameroun où l'on apprend très tôt que la vie est un jeu truqué. On l'imagine dans les quartiers de Konsamba, observant ce pays qui avance à reculons, comptant les injustices comme on compte les pions encore debout sur le plateau. Le village où je suis né, je ne sais pas si c'est une ville, juste à quelques encablures de Konsamba, c'est un village qu'on appelle Eboubaré. Okay. C'est pas Eboubaré, donc je suis né à Eboubaré, je fais mon primaire là-bas, et après, les CES étaient par arrondissement. Lorsque je passe l'entrée en 6e, je fais mes études au CES de Mélan, mais dont le site se trouvait à Écoute-Camp. Okay. C'est pas à quelques... Écoute-Camp, c'est le village du feu Samuel Ebois. Ouais. Donc je fais le premier cycle du secondaire là-bas jusqu'en 3e. Lorsqu'on passait le CES, on était transféré d'office au lycée, et le seul lycée qui existait en son temps, on est dans les années 83-84, hein, le seul lycée qui existait, c'était le lycée du Manengouba. Absolument. En Konsamba. Donc je suis transféré là-bas, j'obtiens mon baccalauréat, et naturellement, je rejoins dans l'université de Yaoundé, où j'achève mes études là-bas, au niveau du doctorat de 3e cycle, qui est soutenu finalement à Yaoundé 2. Attiré par l'altitude des idées, il se déporte vers l'ouest, vers Tchang. Cette ville universitaire perchée où la brume du matin ressemble à un voile sur un avenir encore incertain. Là, il comprend très vite qu'il ne sera pas un simple figurant. Il veut apprendre à lire les règles, à les comprendre, à les contester et à les réécrire. Dans ce Cameroun fracturé, il avance, diagonale après diagonale, refusant de se laisser enfermer dans le déterminisme social. Chaque examen réussi est un coup de plus sur le damier. Chaque diplôme arraché est un pion ennemi sorti du jeu. Tandis que d'autres choisissent le repli ou la résignation lui s'entête. Il sera juriste, il sera universitaire, il fera du droit une arme lente mais implacable. Je suis arrivé à Tchang uniquement pour les besoins d'enseignement. Vous savez, l'université de Tchang est créée en 1993, mais elle entre en activité seulement à partir de l'année 93-94. On sait que l'année académique commence en octobre. Oui. Donc elle est créée par un décret de janvier 93, mais la première cuvée n'est recrutée qu'à partir d'octobre 93. Et je fais justement partie de la première cuvée des enseignants, des enseignants permanents de l'université de Tchang
Même si nous avons rencontré des collègues qui étaient de l'ancienne ENSA, l'ancienne école normale supérieure d'agronomie. Mais comme université de Tchang, je fais partie des 5 premiers enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques, recrutés en son temps par le professeur Roger Gabriel Lep. Mais avant d'arriver à Tchang, toutes mes études, je les avais faites jusque-là à l'ancienne université de Yaoundé en Guakélé. Bon, par la suite, je suis recruté sans thèse, parce que j'étais le major de ma promotion en DEA. Et donc, avec la création des universités, la ressource humaine manquait. Et donc, les textes permettant de recruter les titulaires de DEA, il allait de soi que si on voulait un privatiste, c'était naturellement moi. D'accord. Bon, j'avais l'option entre Ngaoundéré et Tchang, mais j'ai préféré Tchang. Mais n'étant pas encore titulaire de thèse de doctorat, je vais donc soutenir mon premier doctorat à l'université de Yaoundé 2, parce que Yaoundé 2 est créée en même temps que l'université de Tchang, dont je la soutiens en 2000, ayant naturellement connu quelques péripéties douloureuses avec une première thèse que je préparais, qui n'a pas pu arriver à son terme avec le professeur Stanislas Meloné, le premier recteur de l'université de Douala. Le passage par le doctorat n'est pas qu'une formalité. C'est une longue traversée du plateau, la montée douloureuse vers la dernière rangée. Il devient docteur d'État, puis agrégé en 2015 en droit privé et sciences criminelles, dans l'arène impitoyable du CAMES, où les médiocres n'ont pas de refuge. Là, au milieu des épreuves, il se transforme comme un pion qui, après avoir traversé le champ de bataille, atteint l'autre bord et devient dame. Il change de stature. Professeur titulaire, figure de référence en sciences juridiques et politiques. Il n'est plus seulement un joueur, il devient stratège. Et ma seconde thèse, je la fais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est après ça que je me prépare au concours d'agrégation que j'obtiens donc à la 15e édition, à la 17e édition à Lomé, au Togo. Ces publications, disséminées dans les revues, répertoires et bases de données, dessinent une pensée sans complaisance. Droit privé, sciences criminelles, droit public. Il refuse les cloisons, relie les disciplines comme on relie les diagonales d'un même damier. Il voit dans chaque texte de loi les vies qu'il touche, les corps qu'il brise, les libertés qu'il protège ou qu'il trahit. L'université de Tchang devient son quartier général, amphithéâtre comme champ de bataille, copie d'examen comme pièce disposée, étudiant comme pion en devenir auquel il répète en substance. Si vous acceptez le rôle qu'on vous assigne, vous êtes déjà perdu. Je suis enseignant permanent à Tchang, mais en tant qu'universitaire, vous savez, c'est la mobilité qui caractérise notre corps. Et donc, j'ai des prestations d'enseignement dans diverses autres universités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon, je dois aussi préciser qu'à l'intérieur, notamment, j'ai occupé les postes de coordonnateur adjoint du département d'administration générale, au CEFAM, connu actuellement comme étant la NASLA, dont je faisais partie vraiment des piliers. Et j'ai coordonné le comité technique d'élaboration des curriculums de formation au niveau de la NASLA. Et donc, en termes d'enseignement, j'ai fait des missions d'enseignement à Abomey-Calavi, mais aussi à Ouagadougou, à l'université Thomas Sankara. Bon, j'ai fait quelques séminaires en France, et puis à Bangui, et je crois aussi j'ai enseigné à l'université des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. D'accord. De Côte d'Ivoire. Alors, mais Moïse Simchoueng ne se contente pas d'enseigner les règles. Il s'attaque au plateau lui-même. À la faculté de Tchang, il s'inscrit dans la durée. Maître de conférences puis professeur, formateur exigeant, presque sévère, mais secrètement habité par la fierté de voir certains de ses étudiants devenir à leur tour des dames sur leur propre damier. Il s'engage dans le SINES pour défendre les enseignants, dénoncer le mépris institutionnel, refuser que l'universitaire africain soit réduit à un simple pion administratif. Lorsque la fondation Université de Tchang, fondue, lui confie des responsabilités, notamment dans la conception de l'école doctorale, il comprend vite que la partie se joue désormais
à une autre échelle. Il ne s'agit plus seulement de marquer des points individuels, mais de changer la configuration du jeu, créer des passerelles vers l'international, attirer des financements, inventer des dispositifs pour que le diplôme ne soit plus une fin, mais un tremplin. Là où l'État montre ses limites, il imagine des stratégies collectives, des alliances, des financements alternatifs. Sur ce dossier institutionnel, il avance des projets comme on avance des pièces bien pensées, cherchant à offrir aux étudiants autre chose qu'une médaille de papier dans un pays où les files d'attente du chômage s'allongent. Mais le prof n'a jamais oublié que le damier dépasse les murs de l'université. Enfilez la robe d'avocat, suivez-le dans les couloirs des tribunaux. Vous le verrez, plaider pour ceux qu'on préfère ne pas voir, pour ceux qui ne contrôlent aucune pièce sur l'échiquier, simple poussière dans un système indifférent. Dans ces salles où le droit se tord parfois sous la pression du pouvoir, il essaye de ramener la partie à son essence, des règles claires pour protéger les plus faibles. Puis, il y a le HCR en Côte d'Ivoire et cette autre tragédie, la patrie dit là, le damier devient flot. Que vaut un coupe quand la pièce n'existe pas? Que signifie jouer quand on n'a pas de nationalité, pas de papier, pas de nom dans les registres? Moïse Timchouin se confronte à cette absurdité brutale. Des millions d'êtres humains sont exclus de la patrie sans même avoir été autorisés à poser un pion sur la table. Dans ses conférences, il parle d'eux comme d'ombres qu'il faut ramener dans la lumière juridique, comme des pièces oubliées qu'il faut réintégrer au jeu. Sa voix, calme mais ferme, martèle que le droit à une nationalité n'est pas un luxe, mais la condition minimale pour exister aux yeux du monde. Mon initiative, qui est une initiative complètement confidentielle, complètement privée, est d'éduquer les masses. En leur apportant le savoir dans la modeste dimension que j'estime détenir. Parce qu'une partie se joue aussi sur la place publique. Moïse Timchouin investit les plateaux de télévision, les radios, les réseaux sociaux, les tribunes. Ici, sur STV, en mai 2025, il apparaît comme un joueur qui connaît tellement bien les règles qu'il refuse qu'on les manipule sans vergogne. Quand certains politiciens pensent pouvoir réinventer la loi au gré de leurs intérêts, il rappelle presque froidement que les propos d'un homme politique ne changent pas les lois. C'est sa manière de retourner un coup. Vous pouvez contrôler le discours, mais pas la normativité des textes. Cadre du MRC, il accepte d'entrer dans l'arène la plus dangereuse, celle de la politique camerounaise. Là, le damier est miné, fraude électorale, irrégularité, falsification. La partie semble décider avant même le premier coup. Pourtant, il reste, il parle, il accuse, il démonte les arguments de ceux qui justifient l'injustifiable. Il décortique les mascarades électorales. Il pointe les contradictions des porte-paroles du régime. Il sait que chaque prise de position lui coûte des pièces en confort, en sécurité, en opportunité. Mais il joue quand même, par principe, parce que renoncer à la partie serait admettre que le pays appartient définitivement aux tricheurs. Quand j'ai entendu des collègues, par exemple, me dire en Mondovision que la loi, le code électoral, qui dans la hiérarchie des normes juridiques n'est qu'une loi, pouvait contrarier la Constitution, alors moi qui peux me prévaloir d'une certaine autorité, parce que c'est quand même 12 générations d'étudiants que j'ai enseigné en introduction générale. C'est le premier cours de droit en passant. Parce que quand on vient dans une faculté de droit, le premier cours, c'est de dire à l'étudiant ce qu'est le droit. Absolument. Et la première définition du droit, la définition classique, c'est de définir le droit comme étant l'ensemble des règles de conduite en société. Et cet ensemble de règles, on étudie les sources. Et comme les sources sont plurielles, vous comprenez que la hiérarchie des normes juridiques
fait partie des premiers chapitres de toute étude en droit. Alors donc quand j'entends des collègues qui sont quand même des personnalités respectables du milieu universitaire dire des choses comme ça, vous voyez, ça m'oblige à sortir de mes gonds. La tragédie, pourtant, rôde toujours en arrière-plan. Il sait qu'il avance sur un damier piégé où les plus brillants peuvent être renversés par une manœuvre sournoise, une cabale, un décret, une campagne de diffamation. Il sait que les érudits engagés ne meurent pas toujours de leur belle mort, mais ils continuent, dossier après dossier, coup après coup, intervention après intervention. Car au fond, Moïse Tinchouin a choisi son camp. Il ne veut pas seulement gagner la partie, il veut changer le jeu pour que les pions cessent d'être sacrifiés dans l'indifférence, pour que les apatrides, les étudiants, les citoyens trompés, les électeurs humiliés réapprennent à se voir comme des joueurs à part entière. Tant qu'il restera une case à occuper, un coup à tenter, une règle à rappeler, une injustice à nommer, il avancera avec la patience du stratège, la patience du militant, la lucidité du juriste. J'en parle, même si quelques collègues m'en contestent l'autorité, mais je leur ai fait remarquer que le constitutionnaliste le plus éminent de l'histoire contemporaine du droit français est bien le professeur Robert Badinter. Absolument. Qui est agrégé de droit privé. Absolument. Agrégé de droit privé. Qui a été le président du Conseil constitutionnel en France et qui a vraiment écrit les lettres de noblesse du droit constitutionnel français, notamment par rapport à sa passion pour les droits fondamentaux. On le connaît comme étant le père de l'abolition de la peine de mort. Et lorsqu'on sort de la France, j'ai invité les collègues à mener leurs enquêtes. L'essentiel des avocats qui plaident devant les juridictions administratives et devant les juridictions constitutionnelles sont des privatistes. Et c'est donc eux qui sont à l'origine de la jurisprudence qui leur permet de bâtir les cours de droit public qu'ils enseignent. Comme dans une grande partie des dames, le jour viendra peut-être où tout semblera perdu. Mais ceux qui auront observé sa trajectoire sauront qu'il aura jusqu'au bout refusé de se laisser renverser sans combattre. Dans ce fauteuil rouge, ce 29 mai 2025, ce n'est pas seulement un prof en costume gris qui parle, c'est un joueur tragique et lumineux qui, sur ce damier qu'on appelle Cameroun, a décidé de mettre son intelligence au service d'une révolution lente, un changement, une alternance. Pour ce qui est de M. Onanguini, alors, c'est dans l'interprétation de l'article 6 de la Constitution qu'il a pu invoquer la maxime specialia generalibus derogans. Une maxime utilisée dans un contexte complètement déplacé, parce que je l'ai dit, cette maxime ne s'emploie que pour comparer des textes de même valeur. Absolument. 2 arrêtés, 2 décrets, 2 lois, 2 textes internationaux, ainsi de suite. Donc cela ne peut jamais être convoqué dans le rapport de force entre la Constitution et une loi. En décembre 2025, un homme disparaît. Une parole qu'on arrache en plein milieu d'une tirade. Une partie de dame brutalement interrompue alors que la dame avançait vers une nouvelle diagonale. On avait l'habitude de le voir décortiquer des textes, disséquer des fraudes, ajuster ses lunettes avant de lâcher une phrase tranchante. Désormais, on ne voit plus rien, juste une empreinte sur un fauteuil, une porte close à jam, un nom qui circule à voix basse comme une prière étouffée. Les jours précédant sa disparition ressemblent à une lente mise en scène de l'angoisse. Autour de sa maison, des ombres s'installent comme des personnages secondaires dont on ignore le texte, mais dont on devine le rôle. La rue devient un couloir, la clôture, un rideau de théâtre derrière lequel on entend des pas, des murmures, des moteurs qui s'arrêtent. Trop longtemps, rien n'est officiellement écrit, mais tout semble déjà décidé. La vie quotidienne du professeur, réglée comme une démonstration de droit, ses fissures sous ce regard permanent, cette présence sans visage.
Puis vient cette nuit entre le 13 et le 14 décembre qui ne ressemble à aucune autre. Au matin, il manque quelqu'un dans l'équation. On fait l'appel, pas de réponse. Le téléphone se tait. Les coups ne sont pas assurés. Le joueur a été retiré du damier sans que personne n'ait entendu le claquement d'une pièce. Le crime parfait, ce n'est pas celui qu'on voit, c'est celui qu'on devine à partir du silence qu'il laisse. Le paradoxe est cruel. Toute sa vie, il a tenté de ramener le chaos dans le cadre de la loi, de transformer les injustices en dossiers, les colères en arguments, les conflits en procédures. Et voilà que le sort, ou ce qu'il y a derrière, le projette précisément dans l'espace qu'il combattait. La zone grise, le non-droit, l'endroit où l'on ne signe pas de documents, où l'on ne motive pas les décisions, où l'on ne laisse aucune trace. Lui qui expliquait aux autres que le droit protège se retrouve du jour au lendemain privé de ce bouclier qu'il incarnait. Le principe en matière de respect de la hiérarchie juridique, c'est que aucunement, dans aucune circonstance, une loi ne peut violer la Constitution. Et c'est le sens, pour que le commun des mortels comprenne, c'est le sens des visas que l'on met dans l'élaboration des textes. Quand vous prenez le code électoral dans sa version authentique, on commence par vu la Constitution. Absolument. Et puis s'il y a d'autres textes supérieurs auxquels, le code électoral auquel la loi électorale se réfère, c'est visé. Absolument. Le vu pour le commun des mortels signifie en considération de ce qui a déjà été dit par la Constitution. Parce que la Constitution donne à la loi d'entrer dans des détails. Absolument. Comme pour dire que quand en légistique, on vise un texte au fronton, au visage d'un texte, ça veut dire que on considère déjà ce qui a été dit par ces textes comme acquis. Absolument. D'accord? Et donc le législateur embraye plutôt sur les détails ou bien sur d'autres modalités particulières, sans pouvoir, sous aucun prétexte, contrarier les textes qui l'ont précédé, auxquels il est soumis. Pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui admirent de loin, l'épreuve n'est pas seulement affective, elle est mentale. Comment accepter qu'un professeur de droit habitué des tribunaux et des universités puisse se volatiliser sans convocation, sans mandat, sans communiquer? Comment continuer à enseigner le respect de la norme lorsque celui qui en était l'un des interprètes les plus exigeants se retrouve aspiré par un trou noir? C'est comme si le Cameroun s'était regardé dans son propre miroir juridique et avait détourné les yeux. On se souvient de ce coup, ses cours, ses prises de parole, ses plaidoiries, ses analyses. On se rappelle sa manière de transformer les lois en histoire humaine, les arrêts en destin concret, mais on ne sait plus où le placer. Est-il encore sur le jeu, quelque part, retenu hors champ? Ou a-t-on posé sa pièce en dehors du bois, dans ce no man's land où les joueurs disparaissent sans que la partie s'arrête? Ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est l'impossibilité de conclure. Il n'y a ni fin, ni début clairement daté, seulement une suite de avant et de depuis. Avant, il donnait cours, il parlait en plateau, il écrivait. Depuis, il n'y a que des phrases au conditionnel, des hypothèses, des gestes retenus. Sa famille vit avec un téléphone qui refuse de sonner. Ces étudiants se relisent les notes de ces anciens cours comme on relit une lettre d'un disparu dont on espère encore le retour. Le pays lui fait semblant de continuer comme si une pièce essentielle n'avait pas glissé hors du bois. La disparition de Moïse Tinchouin, ce silence brutal qui s'abat sur sa vie, réveille des échos bien au-delà de Djam. Le MRC dont il était un cadre refuse de laisser ce vide se refermer sans bruit. Le parti lance un cri de ralliement, libération immédiate et inconditionnelle, comme on exige la restitution d'un bien volé, d'une voix arrachée à la scène politique et publique.
Il pointe du doigt le gouvernement, le tenant pour responsable de l'intégrité physique et morale du professeur, exigeant des comptes là où règne le mutisme et la dissimulation. Communiqué de presse. Objet: enlèvement du professeur Moïse Tim Choueng, appel à une libération immédiate. Yaoundé, le 18-12-2025, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, exprime sa profonde inquiétude et son indignation suite à la disparition forcée du professeur Moïse Tim Choueng, cadre éminent du parti et universitaire respecté. Les faits. Voici plus d'une semaine que le professeur Tim Choueng a été enlevé à son domicile de Chang. Ce rapt intervient après plusieurs jours durant lesquels des individus non identifiés rôdaient de nuit comme de jour autour de sa propriété, instaurant un climat de harcèlement et de menaces. À ce jour, sa famille, ses proches et ses conseils sont sans aucune nouvelle de lui. La position du MRC. Le MRC dénonce avec la plus grande fermeté ces méthodes d'intimidation d'un autre âge. Exigence de libération. Le parti exige la libération immédiate et sans condition du professeur Moïse Tim Choueng. Dénonciation des méthodes. Nous interpellons directement le gouvernement Biya afin qu'il cesse ses agissements arbitraires, dignes des méthodes soviétiques les plus sombres, visant à réduire au silence les voix dissidentes et les intellectuels de notre pays. Responsabilité. Le MRC tient le gouvernement pour responsable de l'intégrité physique et morale du professeur. Mais le MRC ne se contente pas de réclamer. Il appelle à la mobilisation. Il interpelle les ONG des droits humains, les organisations internationales, la société civile, la communauté universitaire. Il veut transformer le silence en rumeur, le drame privé en affaire d'État, la douleur en mouvement. Il demande que la disparition de Moïse Tim Choueng ne devienne pas une affaire classée sans suite, mais un symbole de la recrudescence des violences politiques, un cas emblématique de l'oppression qui s'abat sur les voix indociles. Appel à la mobilisation. Le MRC appelle le peuple camerounais, les organisations de défense des droits de l'homme et la communauté internationale à rester vigilants face à cette recrudescence de la violence politique et des disparitions forcées. La sécurité des citoyens ne doit plus être un outil de répression politique. Pour le MRC, le PN Mamadou Mota. De leur côté, les juristes du CAMES, ce cercle d'élite africaine où il avait fait ses preuves, expriment leur inquiétude et leur indignation. Ils soulignent que l'introuvabilité du professeur depuis plus d'une semaine est un scandale pour l'université, pour la profession, pour l'Afrique elle-même. Ils les rappellent que la disparition d'un universitaire de cette stature n'est pas un incident isolé, mais un signe de délitement des libertés. Une alerte rouge pour tous ceux qui croient encore que le droit doit protéger les plus vulnérables, même quand ils sont des intellectuels. Dans cette mobilisation, ce n'est pas seulement un homme qui est réclamé. C'est un principe, celui de la liberté d'expression, celui de l'intégrité du chercheur, celui du droit à la vérité. Le MRC, les ONG, les juristes, la communauté universitaire, tous deviennent les gardiens d'une case vide sur le dernier Camerounais, celle que Moïse Tim Choueng occupait et qu'il refuse de laisser vide, sans témoigner, sans crier, sans exiger justice. Cette affaire ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte politique lourd, tendu, presque étouffant. Depuis la présidentielle d'octobre 2025, le Cameroun connaît une vague de répression post-électorale sans précédent. Oh, les opposants, les voix critiques et les témoins gênants disparaissent ou sont arrêtés en série. Chaque arrestation, chaque disparition semble suivre un même scénario. Intimidation, silence, puis l'oubli forcé. Dans cette vague, la disparition de Moïse Tim Choueng n'est ni la première ni la dernière, mais elle cristallise l'horreur d'un système qui préfère faire taire que répondre.
Dans ce tableau d'inquiétude post-électorale, le prof est un homme qui a choisi consciemment de s'engager aux côtés de ceux que le pouvoir n'a jamais aimés. Son soutien à Maurice Kamto et à Issa Chiroma Bakari n'était pas un simple ralliement de circonstances. C'était un acte de foi politique, une décision qui le plaçait délibérément sur la ligne de feu. Il avait dit publiquement que la fraude électorale n'était pas une rumeur, mais un mécanisme de survie du régime et qu'il fallait dénoncer cette mascarade au risque de disparaître soi-même. Le gouvernement pourtant n'a jusqu'ici émis aucune déclaration officielle sur l'incident. Ce silence n'est pas neutre, il amplifie les soupçons, nourrit les interrogations, transforme l'absence de réponse en aveu implicite. L'implication étatique, même si elle n'est pas prouvée, devient un refrain dans les conversations, un murmure dans les couloirs universitaires, une accusation dans les tribunes. Ce silence, plus que toute autre parole, donne à l'affaire sa dimension tragique et politique. Le MRC ne mâche pas ses mots. Il qualifie ses méthodes de, je cite, mécanique d'un autre âge. Fin de citation. Des pratiques dignes d'un régime autoritaire du XXe siècle, comparable à celle des pays soviétiques où l'opposant disparaissait dans la nuit, sans procès, sans trace, sans explication. Pour le parti, ce n'est pas seulement un crime contre un homme, c'est une attaque contre le Cameroun lui-même, contre sa jeunesse, contre son avenir intellectuel et démocratique. Dans ce contexte, la disparition de Moïse Timchoueng devient un symbole. Elle n'est plus seulement l'affaire d'un prof d'université, d'un avocat ou d'un cadre politique. Elle est le cri étouffé d'un peuple qui voit ses droits s'évanouir dans le silence des palais. Elle est le reflet d'un pays où la parole libre est devenue un luxe, où la vérité est un risque, où la justice n'est plus qu'un décor pour les puissants. Et dans ce décor, la case vide laissée par Moïse Timchoueng sur le damier du Cameroun reste un rappel brutal. Tant qu'on pourra faire disparaître une dame sans que personne ne crie, la partie n'est jamais vraiment terminée. Merci à tous.